déclaration de principe porte sur 6 points majeurs. D'abord, la souveraineté et l'intégrité territoriale, la préoccupation de sécurité, le cas de l'intégration économique régionale, retour des déplacés internes et des réfugiés. On a parlé également de la MONUSCO, forces et mécanismes régionaux. On a enfin parlé d'un accord de paix. Déclaration de principe, on va donc analyser cette question ici dans cette émission. Entre les lignes, nous recevons pour vous Maître Oscar Moubiaï qui vient donc faire sa lecture et vous donner ce qu'il comprend de cette déclaration. Et vous allez vous faire aussi votre propre idée. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes avec nous, comme je l'ai dit tantôt, Maître Oscar Moubiaï, coordonnateur de l'ONG État de droit en marche. Il est aussi avocat au barreau de Lille, en France, mais aussi consultant maison. Maître Oscar, toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Un plaisir toujours partagé, M. Dan. Je vous en prie, Maître Oscar. Le signal que ça ne sera pas le seul sujet. On pourra également évoquer ces communiqués conjoints entre l'AFC M23 et les représentants du gouvernement de la République démocratique du Congo. On en parlera de manière brève. Maître Oscar Moubiaï, vous aviez certainement suivi cette actualité qui a fait la une des médias. Qu'est-ce que les Congolais doivent retenir de cet accord de principe signé à Washington entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais? Bien, écoutez, les Congolais doivent retenir en principal que c'est une victoire diplomatique historique qui a été menée par le gouvernement congolais sous le leadership de son président, donc du chef de l'État. Première chose. Deuxième chose, c'est un espoir qui naît pour de manière définitive mettre fin au conflit de l'Est qui a fait aujourd'hui, on parle de plus de 10 millions de morts. Les Congolaises et Congolais ont tant pleuré et que le moment était venu pour que un président à qui ils ont placé leur confiance et mis leur destin sur ses épaules, qu'il puisse mettre fin à cette tragédie de plus de 30 ans. Voilà un peu ce que le peuple congolais doit retenir. Maintenant, s'il faut développer cela, pourquoi historique? Parce que, comme je viens de le dire, d'abord victoire importante, c'est ce que vous avez dit. Oui, historique. Historique, justement. En quoi cela constitue une victoire historique pour la RDC? Mais quand on va examiner avec vous le point de la déclaration de principe, oui, vous verrez que sur toute la ligne, c'est une victoire de la diplomatie congolaise. Expliquez-nous. Ben, pour vous expliquer cela, vous avez dit, vous avez parlé en termes de 6 points. Moi, je constate qu'il n'y a pas 6 points, mais il n'y a que 5 points de l'accord. Le premier point, c'est la souveraineté, intégrité. Les 6 points, c'est 6 points. Allez-y, allez-y. Voilà. C'est sur la souveraineté et sur l'intégrité nationale. Oui, oui. Les deux parties, d'abord, il faut qu'on se mette très bien d'accord. Parce que je vous vois venir, je vois que certaines personnes de mauvaise foi la plus totale vous disent que non, ben, écoutez, il ne fallait pas qu'on signe l'accord. Le Congo a été dupé. Alors que quand on va analyser point par point, vous verrez que totalement, le Congo sort gagnant de cette déclaration de principe. Mais il faut d'abord tout de suite d'abord indiquer à notre opinion qu'est-ce que l'on entend par déclaration de principe. Les gens en parlent sans pour autant s'interroger sur
ce que l'on entend par déclaration de principe, sur la nature juridique de la déclaration de principe. Une déclaration de principe, c'est une déclaration qui précède un accord éventuel à conclure en indiquant les points essentiels sur lesquels cet accord va être traduit, ou alors les points essentiels qui vont être coulés en forme de clauses conventionnelles, parce que si il s'agit du droit international, à partir du moment que nous avons deux États qui sont des protagonistes et vous avez l'arbitrage d'autres États, principalement en l'espèce les États-Unis d'Amérique, mais vous avez aussi entendu que on veut intégrer cet accord en faisant intervenir d'autres arbitres, on va dire comme ça, notamment on a parlé de ce qui s'était passé à Doha, on a intégré ce qui s'était passé à Luanda, ainsi de suite. Alors, donc, à partir de là, ayant défini ce que l'on peut entendre par déclaration de principe, il faut s'interroger sur la valeur juridique d'une déclaration de principe, qui n'est pas à confondre avec l'accord ou la convention. Jusque-là, il n'y a pas eu accord ou convention entre les deux États. Il y a eu déclaration de principe. Et une déclaration de principe a quel type de valeur? Évidemment, on lui accorde une valeur de l'ordre moral, mais beaucoup plus contraignant. Ce n'est pas dire, bon, écoutez, il n'y a pas de sanctions, on a signé, on peut ou ne pas respecter. Non. Au plan international, quand vous faites la déclaration de principe, vous êtes tenu au respect de cette déclaration. Et c'est pour cela qu'on accorde à cela une valeur morale beaucoup plus contraignante. Vous avez parlé des contraintes. Quelles sont les contraintes? Mais la contrainte est d'ordre moral. Si vous prenez un engagement, c'est pour ça vers la fin, vous verrez que l'accord évoque l'exécution de bonne foi. Comme toute convention, tout accord, il y a le principe de bonne foi. Vous devez exécuter ce à quoi vous vous êtes engagé de bonne foi. Du point de vue de sanctions, si vous ne respectez pas... Quand vous ne respectez pas de bonne foi ce à quoi vous êtes engagé, vous êtes de mauvaise foi. Et quand vous êtes de mauvaise foi, il y a évidemment des sanctions. Ici, nous pensons que les sanctions vont être entre les mains de l'arbitre. Qui est l'arbitre ici? C'est l'Amérique, donc les États-Unis. Parce que vous avez deux équipes ou deux acteurs principaux, le Congo et le Rwanda. Et avec un arbitre qui est l'Amérique. Si maintenant vous commettez la faute, en l'espèce, vous n'exécutez pas votre engagement de mauvaise foi, ben, vous avez le carton rouge pour faire respecter les règles du jeu. Donc ici, ce qui change, c'est le poids de l'arbitre. Donc l'Amérique a un poids tel que ni le Congo ni le Rwanda ne peut se permettre de traîner dans la boue sur le plan mondial. Oui. L'Amérique, et vous avez vu avec l'Ukraine, l'Amérique dit, si vous ne respectez pas, mais nous, on se désengage. On connaît les conséquences. Mais partant de ce qui nous concerne, c'est plus facile que l'Amérique reprenne le bâton pour taper sur les doigts de celui qui ne va pas respecter principalement l'État que l'on connaît de mauvaise foi et qu'on connaît qu'un État qui avait provoqué l'autre, qui s'était comporté en État voyou, c'est le Rwanda, ce n'est pas le Congo. Le médiateur ou le facilitateur, c'est les États-Unis d'Amérique, il en fait de bonne foi, sans intérêt,
ou vous pensez que l'Amérique a aussi un intérêt? Mais il a beaucoup d'intérêt, c'est dit dans l'accord. C'est pour ça qu'il faut que, pour que nous puissions aller en ordre, il nous faut développer les 5 points, point par point, du contenu de l'accord. Au premier point, c'est la souveraineté, l'intégration nationale et la gouvernance. Ici, qu'est-ce qu'il est dit sur ce point de souveraineté? Il est dit que les deux parties s'engageaient à respecter la souveraineté de l'autre. Ça voudrait dire que désormais, le Rwanda qui était en train de saper notre souveraineté s'engage à respecter cette souveraineté. Je vous rappelle que depuis l'entrée du Rwanda sur notre territoire, précisément depuis 1997, c'est pour ça que nous parlons de l'accord historique, le Rwanda, avec les conglomérats d'aventuriers d'Afdel, que j'appelle les petits diablotins, n'a fait que saper l'intégrité territoriale et la souveraineté du Congo. À aucun moment, le Congo n'est allé s'attaquer à la souveraineté du Rwanda. À partir du moment que l'agresseur, qui ne respectait pas notre souveraineté, encore moins notre intégrité territoriale, qui continue à être violée par l'occupation illégale, dont les derniers événements connus, c'est l'intrusion sur notre territoire à Goma, Sud Kivu et d'autres villages de l'est de notre pays. Et donc, cette reconnaissance de notre souveraineté entraîne quoi? Qu'ils doivent se retirer sans délai de notre territoire. Sur ce point-là, nous qui n'avons jamais pris, même contrairement à l'Ukraine, qui a fait l'intrusion sur le territoire russe, où il a au moins 50 km, mais nous n'avons jamais pris même 1 centimètre du territoire rwandais. Maintenant, quand on va signer l'accord pour dire mais chacun doit respecter la souveraineté de l'autre, en réalité, qui doit partir du territoire de l'autre? C'est le Rwanda. Sur ce point-là, vous voyez que la RDC gagne diplomatiquement. Ce qui ne s'est jamais fait depuis 1997. Ça veut dire depuis plus de 30 ans. Et ça, Tshisekedi l'a réussi. Ne pas le reconnaître, c'est être de mauvaise foi. Ne pas le reconnaître, c'est être quelqu'un qui n'est obsédé que par ses intérêts du ventre au lieu de voir le pays. Oui, au Congo, d'après Doha, il n'y a pas que les Rwandais, il y a aussi des Congolais qui ont des armes. La partie occupée. Ouais. L'avenir de ces Congolais-là, le gouvernement a donc décidé de discuter avec eux. C'est pourquoi il y a Doha. Oui. Discuter avec eux, ça veut dire AFC M23, gouvernement de Kinshasa. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Il faut comprendre la ligne diplomatique du Congo. Et vous savez, qui définit la ligne diplomatique du Congo? C'est le chef de l'État. C'est pour ça, dans la Constitution, il est dit que la diplomatie est un domaine réservé. Donc, celui qui pilote la diplomatie, c'est le chef de l'État. Quelle est sa ligne? Sa ligne est que, ou a été que, je préfère dire est que, parce que cette ligne n'a pas bougé. Pas de discussion avec les diablotins, donc les envoyés, les anges de malheur qui sont envoyés par leur père, en l'espèce M. Kagame, pour semer la terreur sur le sol congolais. C'est pour ça que je les appelle les diablotins, envoyés par les diables pour semer la terreur
chez les enfants. Mais il y a un communiqué conjoint publié par la présidence de la République qui annonce que justement les deux entités s'engagent. Quelle entité? Pas les entités. La RDC, oui, et l'AFC M23. L'AFC M23 n'est pas une entité. C'est un groupe rebelle. Ils s'engagent, oui, à justement faire un effort pour maintenir ou aller vers un cessez-le-feu, une trêve. Mais ça, il va de soi. À partir du moment, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas que les gens confondent. Monsieur Tshisekedi a dit, je ne traite pas avec les diablotins, je traite directement avec leur père, les diables. Et vous savez les principes, quand on est chef de l'État, et comme Mobutu le disait, pour la paix, même s'il faut que je signe l'accord avec le diable, je le ferai. C'est pas une contradiction. En quoi il y a contradiction? Lui dit qu'il ne signera pas avec les pantins. Mais avec les diables. Avec le diable en personne. Pour qu'il arrête de déranger les enfants de Dieu. Est-ce que ce qui s'est passé à Doha, c'était les diables? N'est pas un recul. Il était en face du diable. Et il a su manger avec les diables avec les longues fourchettes. Vous avez vu, à partir du moment que le chef de l'État a levé ses préalables, où il a dialogué, au vu et au su de tout le monde, avec les diables en personne. Alors, maintenant, continuez maintenant à écouter les diablotins. Il va leur dire, j'étais avec votre père. Maintenant, vous dites quoi? Parce qu'eux n'étaient pas là quand il était avec leur père. Ils étaient en tête à tête. Et les diablotins dépendent du diable de qui ils reçoivent les ordres. S'ils viennent dire à M. Tshisekedi, voilà, Dieu le Père, nous avons... Dieu le Père, c'est qui? Mais nous avons deux... Les combats opposent deux entités cette fois-là, comme tu l'as dit. Symbolisées par le bien et le mal. Le bien, c'est Dieu le Père. Dieu le Père, c'est qui? C'est Tshisekedi. Mais Tosca, j'aime bien votre exemple. Allez-y. Et les diables, c'est Kagame. Si il faut prendre les combats au ciel, entre les diables et Dieu. Ici, il ne faut pas prendre au mot où les gens vont me dire, oh, sans effet, dans vos histoires que vous faites dans vos églises multiples. Beaucoup diront que c'est du Djalelo, parce que quand vous appelez le président Tshisekedi Dieu le Père, non, mais ça c'est ce qui est facile. Beaucoup diront que c'est une façon on vous montre la lune, vous voyez la mer. De le magnifier. Non, on comprend écoutez, que c'est une illustration, ça passe. Mais voilà. C'est une illustration, ça passe. Si moi que je parle dans un langage simple, parce que ces choses, nous devons les enseigner à nos enfants. Et avec les enfants, on illustre par des symboles qu'ils comprennent. Le bien est représenté. Dieu, c'est l'image du bien. Je n'ai pas dit les dieux où vous allez dimanche vous incliner et adorer pour dire que j'ai confondu Tshisekedi à Dieu, j'ai blasphémé. Non, je n'ai pas dit ça. Dieu ici, c'est entendu le bien. Et le bien dans cette guerre, qui incarne le bien? C'est le Congo, qui est représenté par Tshisekedi. Et vous m'appelez un juriste, je vous traduis ces choses pour la compréhension même de notre Constitution. Parce que quand vous prenez la Constitution à son article 69, le président de la République est le symbole de l'unité. Et il représente, s'il vous plaît, il représente la nation. J'avais cru comprendre un autre professeur des droits constitutionnels au Congo qui confondait la représentation nationale qu'incarnent les députés et la représentation internationale qu'incarne M. Tshisekedi, le président de la République. Les députés représentent la nation au plan interne. Seuls les députés, qu'on appelle représentants du peuple. Mais au plan international, c'est le seul chef de l'État qui représente la nation. Et en conséquence, il en est le symbole. Quand on voit l'image et le visage de Tshisekedi, on voit l'image et le visage du Congo qu'il incarne. Que vous puissiez l'aimer ou pas, quand il passe, c'est le Congo qui passe. C'est pour ça que nous devons respecter la fonction. C'est pour ça que nous condamnons
l'ancien président Kabila qui a souillé l'image du Congo. Parce qu'en tant qu'ancien président... Il n'a jamais reconnu tout ça. Reconnu quoi? Il n'a jamais reconnu qu'il est... voilà. Ben, tu connais les diablotins qui reconnaissent leurs méfaits face aux enfants de Dieu? Bon. Donc, le débat n'était pas sur ça. Mensongère. Le débat n'était pas sur ça. Mais donc, j'étais en train d'aller avec vous point par point. Ouais. Je crois que vous avez compris sur le point concernant la reconnaissance de souveraineté et l'intégrité du territoire qui entraîne quoi? Qui entraîne le retrait immédiat des envahisseurs sur notre territoire. Quand vous dites retrait immédiat, c'est-à-dire c'est sans délai. C'est au moment où c'est signé que ces hommes-là se retirent. À moins que je ne me trompe. Logiquement. Mais maintenant, après, il ne faut pas comprendre les choses aussi simples que vous le pensez. Vous croyez que quand on dit sans délai, donc on se réveille, comme si on avait un sac de couchage, on le plie, on part. Vous avez les envahisseurs qui sont entrés sur notre territoire avec des armes lourdes et toute une logistique, et leur rapatriement chez eux, où ils doivent aller, exige une logistique. Ça, c'est la première chose. Maintenant, vous me demandez, si maintenant les diables s'envoient, quel est le sort des diablotins? Ça veut dire des Nangas et ce que vous appelez AFC, Alliance Fleuve Congo, comme si lui qui est venu troubler le fleuve Congo, qui est calme, hein, pensait qu'on allait faire une quelconque alliance. Et les autres là, les M23, vous demandez quel est leur sort maintenant que les diables s'envoient. Maintenant, c'est en cela que les pères de la nation les reçoivent pour leur dire maintenant que vous êtes devenus errants. Dieu le Père, il faut bien le dire peut-être, maître. Continuez. Bon, maintenant que vous avez les diablotins qui ont pris le mauvais chemin de suivre les diables, comme le Iscariote, les traîtres. Alors, une fois que Jésus avait été crucifié, Iscariote s'est rendu compte qu'il avait trahi. Maintenant que les diables se retirent, les diablotins comprennent qu'ils avaient suivi un diable. D'où, aujourd'hui, je vais être très biblique, mais en traduisant avec les réalités. D'où, ne vous confiez pas à l'homme. Voilà qu'ils se sont confiés à un diable qui s'en va. Maintenant, ils ne s'occupent pas de leur sort. Ils deviennent les enfants errants dans la nature. Maintenant, ils retournent. Ils ont maintenant le choix. Soit d'aller se réfugier chez les diables. Vous savez que le diable, c'est un homme d'intérêt. Je crois que ils ne vont pas être bien accueillis maintenant qu'ils ne présentent plus aucun intérêt. Soit il doit revenir comme les enfants prodigues à la cour du Père. Et là, c'est pour ça qu'ils vont aller voir Dieu le Père qui puisse leur accorder la grâce ou refuser. C'est de cela maintenant qu'on va parler. Maintenant que les diables nous abandonnent, Dieu le Père, qu'est-ce qu'on fait? Dieu le Père dit, bon, je vous apporte le pardon. On signe ce qu'on appelle la grâce ou l'amnistie. Vous connaissez, on cite souvent, les rebelles demandent l'amnistie. L'amnistie, c'est le pardon du peuple. Les condamnés à mort. Voilà. On leur accorde la grâce, l'amnistie. Ils rentrent à la cour et ils s'engagent à ne plus poser les actes. Puisqu'ils sont congolais, on ne peut pas les rejeter. Ils vont maintenant, ceux qui ont eu à avoir l'autre nationalité, c'est là la loi que Moubiaï prône, et j'appelle un député de porter ma proposition de loi qui consiste au retrait de la nationalité à toute personne qui a pris les armes contre son pays alors qu'il appartient, il est binational, il appartient à une autre nationalité. Ces gens-là, on doit leur retirer la nationalité. Et donc, ils doivent rentrer pour errer dans la nature, là où ils sont déjà
où ils ont manifesté leur attachement. Ah, même parce que vous savez... Retirer la nationalité, c'est peu que ce qui a été fait. On a condamné à mort les gens. Ils sont condamnés à mort. Vous aurez voulu qu'on fasse c'est pire que même retirer la nationalité. Parce que quand vous retirez la nationalité, vous pouvez toujours garder votre vie, vivre ailleurs. Et quand vous condamnez à mort, c'est la fatalité. Quand on condamne à mort les gens qui ne sont pas sur les territoires, n'est-ce pas? Ils vont sentir encore davantage parce que quand ils vont perdre la patrie, parce que vous n'avez pas encore compris que quand vous n'êtes pas, quand vous êtes sans patrie, vous ne vivez pas. Parce que vous croyez que la vie, c'est l'air que vous respirez. Il y a des Congolais, il y a des, sans vous contredire, Maître Amoubiaï, mais il y a des Congolais qui ont déjà acquis d'autres nationalités et qui ont même renoncé à la nationalité congolaise. Mais ils peuvent la recouvrer à tout moment. C'est ce que la loi dit. Bien sûr. Mais maintenant, quand on vous a banni de la communauté, parce que ce que vous appelez nationalité, c'est quoi? C'est l'attachement ou l'acceptation dans une communauté. Vous faites partie d'une communauté qu'on appelle la communauté congolaise. Maintenant, si la communauté congolaise vous bannit, et quand vous êtes banni d'une communauté, comme vous là, quand vous êtes chassé de votre famille, et vous continuez à vous croire vivant, vous n'êtes pas vivant, monsieur, vous êtes une masse mouvante. Oui, mouvante. Voilà. Maître Oscar, prenons le deuxième point. Est-ce que vous avez expliqué... Non, on n'a pas fini sur ce point-là. Ah, là, on ne va pas sur le grand point. Non, on y va vite. C'est vous. Allez-y, Posez des questions. Après, il y a un deuxième point qui est reconnaissance d'intangibilité de frontières. C'est le point 2. Parce que grand point. En point 1, vous avez un grand titre. Souveraineté, intégrité nationale et gouvernance. Ok? Dans le point 1, vous avez la reconnaissance de souveraineté entre parties. Petit A, si vous voulez. Allez-y. Petit B. Avant d'arriver sur le petit B, dans le petit A, vous avez vu qu'on dit reconnaissance de souveraineté. Maintenant, au petit B, intangibilité des frontières. N'est-ce pas? Allez-y, allez-y. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, c'est une grande victoire. Vous avez suivi les révisionnistes qui tentaient de remettre en cause des frontières acquises de la conférence de Berlin, ça veut dire de 1885. Pour dire que certains coins du Congo, à l'origine, c'était les territoires rwandais. Vous avez entendu dire ça. Kabarebe l'a dit plusieurs fois. Bon, aujourd'hui... Kagame lui-même, il l'a dit publiquement. Oui, mais Kagame s'était trompé. Aujourd'hui, il s'est rendu. Vous savez que le mensonge, ça a des petites jambes. Et la vérité rattrape toujours le mensonge. Vous pouvez aller... Hein, comme il y a un adage swahiliphone qui dit « Mwishiambiyo ni kushimama ». Donc, la fin de la course, c'est de s'arrêter. Aujourd'hui, le moment est arrivé où M. Kagame s'arrête parce qu'il est tombé face à ce qu'on appelle béton qui déboulonne. Maître Oscar, donc, sans tomber dans les louanges, ainsi de suite, mais l'intangibilité des frontières, c'est reconnu par la charte de l'Union africaine. Mais elle remettait ça en cause. C'est pas une nouveauté. Mais quand j'ai dit que Kagame est tombé sur celui chez qui il ne peut pas rigoler, ce n'est pas... Moi, je ne fais pas d'apologie, monsieur. Non, personne n'a dit que vous faites de l'apologie. Oui, parce que vous me parlez de louanges. J'analyse de manière objective et quiconque puisse contredire. J'ai toujours appelé à la contradiction. Quand vous dites vous-même de votre bouche que Kagame remettait en cause nos frontières, maintenant, on signe une déclaration de principe. Il ne faut pas remettre le Rwanda au niveau de Kagame comme individu. Ça veut dire que l'accord lie le pays et non pas Kagame. Bien sûr. Et il ne le fait pas par sa bonne volonté ou comme s'il nous donnait une paix octroyée. C'est parce qu'il s'est buté à un résistant qui est le chef de l'État.
Et le peuple congolais, ce n'est pas moi qui l'ai surnommé comme ça. Béton, ce n'est pas moi qui l'ai surnommé comme ça. Et dans l'histoire, même maintenant, vous avez le pape, il va prendre un nom, non? Il prend le nom. François, ce n'est pas son nom. Il prend parce qu'il s'inspire de Saint François d'Assise, par exemple, le pape qui vient de mourir. Alors, quand les gens disent Fatou Béton, pourquoi vous voyez que c'est une loi? Non. Béton, c'est un message pour dire qu'il résiste. Parce que quand vous vous connaissez à un béton, vous ne passez pas. Surtout que c'est un béton armé. Bon, très bien. Et vous venez de me dire... C'est votre point de vue, Maître Oscar. Mais vous venez de me dire vous-même... Nous sommes au point 2. Vous venez de me dire vous-même que le Rwanda vient de reconnaître l'intégrité, enfin l'intangibilité des frontières. Et vous-même, vous venez de dire que Kagame est en train de remettre ça en cause. Et vous avez entendu, il n'y a pas que Kagame et d'autres personnes. Vous avez entendu Sarkozy tenter de vouloir nous mettre en tête que notre territoire est plus grand, qu'il faut le partager. Sarkozy l'a dit. Et aujourd'hui, de manière solennelle, M. Tshisekedi vient d'obtenir que on doit respecter nos frontières telles qu'héritées de la conférence de Berlin. C'est ça le point 2, reconnaissance d'intangibilité des frontières. 3. Allez-y. Et puis, on a dit qu'on doit... Bon, voilà, reconnaissance des frontières. 3. Point 3. C'est le droit souverain de gouverner et d'administrer. Donc, les deux pays ont reconnu que chaque pays a un droit souverain de se gouverner, ce qu'on appelle l'autonomie des gouvernants, l'autogouvernance. Ça veut dire qu'il fait ce que l'on veut. C'est ce qu'on appelle la souveraineté interne. Au plan interne, on est soumis à aucune autre personne ou à aucune autre région au-dessus de nous. C'est pour cela, au plan interne, un pays a le monopole de puissance. C'est ce qu'on appelle souveraineté nationale. Et au plan international, on peut maintenant faire fléchir cette souveraineté en la concédant dans le cadre de coopération. Ce qu'il ne faut pas confondre, comme j'ai vu les apprentis sorciers confondre avec l'article 217 pour dire que c'est l'article 217 qui permet au Congo d'être au concert des nations. Non. Si c'était l'article 217, où est l'équivalent du même article par rapport à d'autres pays comme le Rwanda? Quel est l'équivalent de l'article 217 de notre Constitution? Quel est son équivalent dans les pays comme le Rwanda? Donc, au plan international, il y a le principe de réciprocité. On ne va pas aller dans ces détails. Non, je ne suis pas dans les détails. Je suis en train de vous démontrer ça parce que les gens ont parlé en l'air. Et aujourd'hui, quand je vous disais que on est arrivé au point de la vérité, parce que l'histoire ramène toujours les gens à être face aux réalités et aux évidences. Et donc, quand on reconnaît notre souveraineté à nous gouverner, cela veut dire que personne ne peut venir lever son petit doigt dans notre façon d'être gouverné. Vous avez entendu l'ambassadeur du Rwanda à Paris en train de dire et de critiquer notre manière d'être gouverné. Vous avez entendu les gens dire, bon, tu sais que c'est la dictature, il ne reconnaît pas ceci, il ne reconnaît pas cela. Si vous êtes étranger, cet accord de principe vient de vous rappeler de manière solennelle que vous n'avez aucun point de vue à émettre dans les affaires internes du Congo. Maintenant, les gens comme mon ami et frère Sesanga qui a appris à perdre son temps de manière honteuse pour entreprendre les périples. Ne vous attaquez pas. Je ne m'attaque pas. Il y a des gens de Katumbi, de Sesanga, c'est un conglomérat d'aventuriers. S'il vous plaît, Maître Oscar Mobia. Excuse-moi. Ne vous attaquez pas. Mais Kabila Père a dit ça. Je ne m'attaque pas, monsieur. Est-ce que vous me comprenez? Vous ne m'appelez pas pour quand on est trop de choses, on doit être de manière les plus concrètes. Arrêtez cette histoire des langues de bois où les gens ne respectent rien. Moi, je n'injurie personne.
Mais maintenant, quand vous faites le débat, il doit être ouvert. Et quand quelqu'un fait une déclaration, évitez de dire non, non. Si les gens se sentent offusqués, ils vont demander les droits de réponse sur votre plateau. C'est de ce débat-là que ça nourrit. Non, je suis d'accord, mais il faut... Bon, très bien. Est-ce que n'avez-vous pas compris qu'il y a un conglomérat d'aventuriers? Quelle élégance? Je suis élégant. Quand Kabila Père a dit que Afdel était un conglomérat d'aventuriers, il avait manqué d'élégance. Quelle élégance tu me demandes à moi, Maître Oscar Moubiaï? Je ne m'engage que moi-même. Je ne suis d'aucun parti politique, monsieur. Oui, là, bon, là, on le sait, mais... Bon, très bien. Et je suis indépendant d'esprit. Il n'est pas neutre. Je suis très neutre, monsieur. Et objectif même. Plus que dans l'objectivité. Maître Oscar Moubiaï. Donc, quand vous me demandez, moi, Maître Oscar Moubiaï... C'est pas tout le monde, c'est que tout le monde dit. Quand vous... Ben, écoutez, tout le monde n'a qu'à penser ce qu'il pense. Je respecte et j'acclame. Nous sommes en démocratie. C'est pour ça que je voulais le débat. Mais quand vous, messieurs les journalistes, vous venez à me demander, en tant que grand journaliste que vous êtes, trop suivi, c'est pour ça que je viens chez vous. Vous me demandez l'élégance contre qui? Contre les gens qui prennent les armes pour tuer, violer. Je n'aurai aucune élégance. On parle de ces Sangha, de Katumbi, ils n'ont pris aucune arme jusque-là, officielle. C'est une arme pacifique de la rébellion. Parce que c'est en ce moment ici qu'ils se décident d'entreprendre des tournées héros-américaines pour demander la démission de Tshisekedi en disant que Tshisekedi serait en train de mal gouverner le Congo. C'est cela qui est traduit dans le point de dire qu'aucun pays ne s'ingère dans le droit souverain de chaque pays de se gouverner. Alors, comme maintenant vous allez faire le relais du Rwanda, comme les Djongo, pour dire que Tshisekedi violerait les droits de l'homme, ferait ce qu'il ferait cela. Et donc nous demandons sa démission. En ce moment où nous sommes agressés, j'ai dit que c'est de manière solennelle que ces gens-là ont eu une douche froide parce que l'administration Trump a fait de la paix. Il faut comprendre ça dans ce cadre-là. Aujourd'hui, Trump a fait de la paix mondiale la priorité de sa politique. Ce qui entraîne que cela passe par le respect de chaque pays à respecter la souveraineté de autres pays, de se gouverner et de s'auto-administrer. Donc on ne verra plus les petits apprentis sorciers qui vont perdre leur temps à prendre des photos avec les agents diplomatiques des pays occidentaux pour faire croire aux Congolais qu'ils ont été battre campagne pour que Tshisekedi vienne démissionner. C'est ça ce qu'on a appelé point 3, souveraineté de gouvernance et d'administration. Enfin, sur ce chapitre-là, on a demandé l'abstention à l'ingérence. C'est comme maintenant un message à envoyer aux Occidentaux, comme par exemple l'ancien ministre de la Défense, où aussi il est passé Jean-Yves, qui s'était permis de dire que nos élections étaient un compromis à la congolaise. Ça, c'est une ingérence dans les affaires internes. C'est là, bon, voilà, tout ça, ça s'arrête. Voilà ce que j'étais en train de vous interpréter. Je crois que j'ai fini le point 1. Avec votre permission, nous passons au point 2. Préoccupation sécuritaire. C'est ça le point 2 de l'accord. Allez-y. Sur la préoccupation sécuritaire, on a déjà parlé de ça. Donc, chaque pays a fait part de ses préoccupations de sécurité, de manière à respecter la souveraineté de chaque pays et son intégrité territoriale. Ici, il faut comprendre que cet accord est de l'ordre diplomatique. Et en langage diplomatique, l'on a un langage qui n'appelle pas chat-chat. Autrement dit, on n'a pas un langage cru. Pour parler dans un français simple et clair.
Maintenant, là où la diplomatie a parlé dans un langage diplomatique, ce n'est pas un langage adapté au commun de mortels. C'est pour cela que vous me voyez sciemment prendre un style d'appeler les chats par son nom. Parce qu'il a été dit diplomatiquement, c'était de manière caressante. Et il faut être bien rodé pour écouter ce qu'est un langage diplomatique. Nous venons les traduire de manière maintenant claire. Et donc, vous avez compris par, qu'est-ce qu'on veut dire, les préoccupations sécuritaires. Le Rwanda a justifié notre agression par le fait que nous aurions des FDLR sur notre territoire qui menaceraient sa sécurité. Ce qui était par ailleurs un mensonge. Parce que lors de la conquête du Congo, sous l'AFDEL, conglomérat d'aventuriers, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est leur chef, Kabila Père, qui l'a dit. Ok. Lors de cette conquête, l'AFDEL, avec les militaires rwandais qu'on a appelés les Kadoko, ont fait le Congo du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils tuaient, ils violaient, ils avaient à faire ce qu'ils devaient faire parce qu'ils ont fait du Congo leur jardin. Alors, la question que l'on peut se poser, où s'était-il caché, pas dans toutes les forêts, dans les silences les plus absolus de nos forêts, de nos rivières, de nos lacs, les échos de martyrs et des victimes de l'AFDEL, ça résonne encore fortement dans nos cœurs, dans nos oreilles, parce que nos frères et sœurs qui se sont enfouis dans des charrières, jetés dans l'eau, dont on ne verra plus jamais les cadavres, un jour, l'histoire les vengera. Et ceux qui l'ont fait emportera la responsabilité. C'est pour cela nous sommes là pour en parler. Pour que, devoir de mémoire. Et c'est pour ça que je demande, j'ai été, il n'y a pas longtemps, invité à la cérémonie de Génécoste pour la lutte, pour la reconnaissance du génocide congolais. Il faut qu'il y ait une loi qui accompagne ça, je ne sais pas s'il y en a encore, pour que quiconque viendrait remettre en cause que le Congo n'a pas connu de génocide puisse être poursuivi comme on l'a fait avec Onana, alors que lui défendait des causes nobles, pour être contre les révisionnismes. Le révisionnisme, c'est quoi? Ne pas reconnaître les génocides congolais, c'est une infraction qui doit être érigée. Et encore une fois, deuxième loi qu'exige Maître Moubiaï. Bon, maintenant, parce que vous savez qu'aujourd'hui, on ne parle qu'au monde. J'étais scandalisé. Je suis avocat des étrangers en France. Et quand je vous parle des étrangers, monsieur, ce n'est pas que des Congolais. Autrement dit, même les Russes viennent demander l'asile en France. D'accord? Et j'étais frappé de conseil une dame qui travaillait dans un service où j'ai accompagné quelqu'un qui demandait l'asile. J'étais frappé de l'entendre dire, non monsieur, il n'y a que le génocide rwandais qui est connu. Et quand on parlait de génocide rwandais, on considérait qu'il n'y a que des Tutsis qui ont été tués. Ce qui est faux. C'est ce que la justice française dit. Mais il n'y a pas que des Tutsis. En majorité, c'était des Tutsis. Ah ben, il y avait aussi les Hutus. Oui, mais minorité. Donc, les génocides rwandais est reconnu, les génocides arméniens est reconnu, mais le génocide congolais n'est pas encore reconnu. Vous savez que les morts congolais dépassent déjà toute la population entière du Rwanda, ou tout Tutsi compris. Quelle est la population rwandaise? Moins de 6 millions d'habitants, ou maximum 6 millions d'habitants. Nous sommes déjà 10 millions de morts. Ça veut dire deux fois le Rwanda, où on termine tout le monde, ils reviennent, ils les ressuscitent, ils commencent à mettre au monde, on les tue encore 2 fois. C'est ça 10 millions de morts. Ça veut dire le Rwanda 2 fois. Tuer, une fois il tue tout le monde, deuxième fois il tue tout le monde. Alors que ce pays qui a connu les génocides devait être les pionniers de dire plus jamais cette horreur au monde. Donc voilà ce qu'on a appelé préoccupation sécuritaire. Ça voudrait dire que le Rwanda a dit qu'il est préoccupé
par sa sécurité, qui serait menacé par les FDLR. Ok, on lui a dit, tant mieux, bravo. Et puis, ensuite, on reconnaît ça de manière diplomatique. Alors, nous aussi, nous disons, nous avons nos privilèges. Après, ils ont dit, limitation de prolifération des groupes armés. Est-ce que le Congo a des groupes armés? Non. C'est eux qui ont soutenu les groupes armés. On dit, on y met fin. Donc, voilà un peu pour aller plus rapidement sur le deuxième point. Et sur le troisième point, et le quatrième qu'on combine, c'est sur l'aspect économique, où les gens considèrent que, en disant qu'on va contrôler les chaînes d'approvisionnement, et on aurait cédé nos minéraux. La réponse est non. Ça veut dire quoi en clair? Aujourd'hui, nous avions les minéraux du disant. Ça veut dire que vous avez les minéraux, et vous avez vu l'Union européenne qui avait signé un accord de principe avec le Rwanda pour la vente des minéraux, alors que le Rwanda n'a aucun minerai dans son sous-sol. Aujourd'hui, il n'y aura plus la vente de nos minéraux via le pays voleur de nos minéraux, le Rwanda, aux receleurs de nos minéraux qui sont des pays étrangers. Donc les multinationales. Le Rwanda, donc, la part ou l'importance du Rwanda dans cet aspect économique, quelle va être l'importance du Rwanda dans cet aspect économique? Mais chacun doit dire, voilà, moi j'ai des minéraux, voilà, comment on va les extraire. Si je vends les Congo par exemple, notre diamant est vendu en Belgique à Anvers. Anvers, c'est la capitale des diamants. Le Rwanda qui est reconnu comme étant un pays qui ne produit pas, qui n'est pas producteur de matières premières. C'est en cela qu'il n'aura que les yeux pour pleurer, parce qu'il a tant menti le monde. Quand je parle de Tshisekedi, vous me dites non, j'ai célébré Tshisekedi. Rwanda a tant menti le monde qu'il a même fait signer un accord avec l'Europe, qu'il avait des minéraux, qu'il avait les animaux. Vous savez, tu visites Rwanda. Désormais, moi, je fais les shots, nos visites au Rwanda. Pourquoi les Congolais, je vais faire ça? Quand vous me dites ça, je vais trouver un équipementier, il va faire des varèges, où on va écrire, non, il ne faut pas visiter le Rwanda. Parce que le Rwanda n'a pas d'animaux à visiter. Mais comme en droit environnemental, il n'y a pas de frontières. Quand les balles crépitent du côté Congo, nos animaux vont se réfugier au Rwanda, là où c'est calme. Ce qui fait que les Occidentaux, au lieu de venir visiter nos animaux, nos parcs, ils préfèrent passer par le Rwanda, ils payent les droits touristiques pour visiter nos animaux, espèces rares. Désormais, il est clairement dit qu'on va faire la traçabilité des choses. Rwanda qui n'avait pas de minéraux, bon, on dit, bon, ok, chaîne d'approvisionnement. Toi, Rwanda, tu as approvisionné l'Europe avec les minéraux. On dit maintenant, il faut qu'on trouve la transparence. Vous savez, quand un minerai est extrait, on sait d'où il a été extrait, de quel puits et comment. Alors, on doit savoir, toi qui n'as pas de minéraux, tu vas vendre comment? C'est ce qu'on appelle chaîne d'approvisionnement. Donc, on fait la transparence. Maintenant, les mensonges vont s'arrêter. Chaque pays doit vendre ses minéraux. Alors, si Rwanda n'a pas de minéraux, il ne vendra rien. Où est-ce qu'il y a? Dernière question. Où est-ce qu'on a perdu là? Dernière question pour finir. La Mouka, voici la réaction d'un cadre de la Mouka. Il dit ceci. L'histoire retiendra que pour survivre politiquement, Félix Tshisekedi a accepté d'hypothéquer les minéraux, les parcs, les lacs, le gaz, l'or et les terres rares du Congo. Accord et dialogue pour la paix, mais oui, mais pas la cogestion du Congo. Non. Kagame obtient dans l'accord de Washington ce qu'il n'a pas pu obtenir par les armes au front. Toutes les sociétés américaines qui viendront s'installeront au Rwanda et elles vont créer des emplois. Et la RDC sera un gros trou d'où l'on extraira les matières premières. Bah écoutez, je vous ai déjà dit ce que les diablotins disent. Maintenant, à l'époque, M. Fayoulou était leur chef d'équipe. Aujourd'hui, il a perdu son verbe. Moi, quand je l'avais vu danser vers les années 2019, quand il a perdu les premières élections, ils étaient à deux, ils dansaient. J'avais dit, bon, heureusement que l'un a compris tôt, c'est M. Mozito, pour se remettre du bon côté de l'histoire. Lui, j'avais dit, il danse, il danse, il danse, il va se fatiguer. Donc aujourd'hui, avec cet accord, ça ne lui laisse aucun espace. Ce qu'il dit, c'est mensonge pur. Encore faudra-t-il, est-ce qu'il est capable de comprendre l'accord en lui-même? Parce que l'accord est là, ce n'est plus comme des accords cachés de l'Émirat qu'on n'a jamais vu, des accords, non. Et c'est un accord officiel.
les États-Unis, de par sa politique, qui est une politique qui repose sur le libéralisme. Ce n'est pas l'État qui signe des accords commerciaux, on privilégie l'initiative privée. Et dans l'accord, on a dit que les sociétés privées. Et les privés peuvent maintenant faire des accords dans ce que l'on appelle le partenariat privé-public. Ça veut dire que les entreprises privées américaines vont venir chez nous de manière la plus transparente pour signer les accords avec l'État congolais ou avec les privés. Donc, vous pouvez avoir les accords privés-privés ou accords privés partenariat public-privé. Ça, c'est mon domaine. Donc, s'il y a quelqu'un de Fayulu qui peut venir discuter ici, prenez l'accord en son dernier point sur le terrain économique. Il est clairement dit que l'Amérique va investir. Il n'a pas dit qu'il va investir au Rwanda. On reprendra un cas de la Mouka de Martin Fayulu, avec qui vous allez discuter sur ce sujet. Donc, ici, ça voudrait dire qu'il y aura création d'emplois. Et sur le plan économique, on est totalement gagnant. Et ensuite, si même par impossible, pour aller sur le terrain mensonger de M. Fayulu lui-même, à supposer que M. Tshisekedi ait pris, je l'ai déjà dit, toutes nos richesses pour assurer notre paix. Ça voudrait dire quoi? Est-ce que quand vous n'avez pas la paix, vous n'avez pas de richesses, chers amis? À l'est du pays, les gens qui étaient assis sur les mines d'or, on les a chassés, on les a tués, cette richesse ne leur a pas profité. Donc sans la paix, il n'y a pas de richesse. Et donc, un chef de l'État, alors je me demande, je comprends, Dieu merci, que ce monsieur n'ait pas gagné les élections, il ne les gagnera pas dans ce pays. Je me demande quel type de président aurait pu être M. Fayulu, s'il ne comprend pas que face à l'agression, la priorité de priorité, c'est la paix, et que pour faire la paix, nos richesses en répondent. Les richesses d'un pays, j'ai déjà indiqué que non seulement les richesses du pays national, même les richesses de privé, en droit, on appelle ça expropriation. Donc, on peut tout nationaliser pour mettre tout à lutter contre l'ennemi et toutes les richesses. Leur rôle premier, c'est de nous permettre de nous défendre. Et voilà, je ne comprends pourquoi il dit, pourquoi il dit que non, on a hypothéqué les richesses pour acheter la paix. Mais les richesses sont faites pour ça. Il ne faut pas avoir la honte de le dire. Il faut que les Congolais le sachent. L'heure, c'est l'heure. Vendre nos mines pour acheter notre paix. Ben, on peut vendre. À la télévision, l'heure, c'est l'heure. On va donc s'arrêter là. La régie a signalé qu'on a vraiment épuisé toutes les minutes. La matière n'a pas été, vous l'avez compris, hein, épuisée. On s'est limité au 3e point. Mais on va voir si on pourra avoir un contradicteur de chez Fayulu ou encore PPRD en face de maître Oscar Moubiaï. Peut-être que vous allez aimer ce débat contradictoire parce qu'il y a des spéculations également. Beaucoup disent que voilà, le pays va beaucoup perdre. D'autres encore disent que le pays sortira vainqueur. Alors, si vous me prêtez d'une seconde, oui. Mais comment le pays perdra alors que l'accord n'est pas encore signé? Comment on peut trouver les déséquilibres d'un accord non encore signé? Bon, déjà, je crois que la déclaration de principe n'a pas de bon juristes, mais la déclaration de principe n'est pas un accord. Et bien sûr. Ça donne les principes directeurs qui vont gouverner l'accord. Ça montre déjà ce qui va se passer. Ben, il faut pas. Ce sont les lignes directrices. Oui, ce sont les lignes directrices qui vont maintenant être déclinées. Alors on n'a pas encore décliné, l'accord n'est pas encore là. Lui, quand on dit intégrité, reconnaissance de nos frontières, c'est mauvais. Et qu'il puisse développer l'émergence économique au sein de la région pour Fayulu, c'est mauvais. Alors qu'est-ce qui est bon pour lui? Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, l'émission est complètement terminée. À très bientôt.